Bienvenue à tous sur French Listen. Aujourd'hui, avec Bernard, on va vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Comment intégrer le français dans sa vie quotidienne, mais avec une histoire simple, accessible et surtout pour tous les niveaux. Salut Bernard, tu vas bien? Oui, salut Sandra, salut à tous. Je suis ravi d'être là, vraiment. Alors aujourd'hui, c'est un peu notre mission. Vous montrer que même si vous êtes débutant ou super avancé, chacun peut glisser un peu de français dans ses journées. Et on va commencer par pourquoi, en fait. Pourquoi vouloir faire du français un truc du quotidien? Oui, tu sais, on pense souvent qu'il faut avoir 1 heure devant soi ou un gros bouquin, alors que c'est dans les petits moments, genre 5 minutes, que tout se joue. Ça booste la mémoire, ça aide à s'ouvrir et, franchement, ça démystifie la langue. Totalement. Perso, j'accroche depuis un moment des post-it vocabulaire sur mes vieux vélos restaurés. Bon, ça fait bizarre quand quelqu'un ouvre la porte du garage, hein, mais chaque mot sous mes yeux, chaque matin, c'est juste efficace. La meilleure technique. Mais tu trouves pas que pour les adultes débutants, il y a un vrai frein, genre la peur de mal faire, d'être ridicule? Oui, beaucoup hésitent, par peur de se tromper ou d'avoir l'air bête. Mais on va voir, c'est pas si grave, surtout avec une histoire qui vous parle. Justement, pour s'y mettre, l'idéal c'est de choisir une histoire. Pas trop longue, universelle, que ce soit niveau A1 ou bien même C2. Tu vois, genre celle avec un animal ou des actions très simples. Ah oui, c'est clair. Et toi, tu te souviens de ta toute première histoire de ce genre? Je crois que t'avais parlé d'un oiseau. Exactement. Lors de mes premiers ateliers, je racontais l'histoire d'un petit oiseau qui cherchait un abri pour la nuit. Tout le monde comprenait, peu importe le niveau, et chacun pouvait inventer sa version. C'est génial. Parce que plus l'histoire est simple, plus elle touche. Et des récits avec des animaux, du quotidien, voire même un objet qui part à l'aventure, ça marche à tous les coups. Non? Ah mais complètement, ça parle à tout le monde, et ça libère la compréhension. Vous, écoutez, choisissez ce qui vous fait sourire. Voilà le secret. Et une fois que l'histoire est choisie, je vais l'avouer, lire à voix haute, c'est un peu mon défi à moi. Surtout pour les dialogues. Je me mélange toujours sur l'accentuation, surtout quand je suis fatigué. Haha, tu n'es pas le seul. Moi, je faisais lire cette fameuse histoire à mes oiseaux de bois, tu sais, ceux que je construis. Bon, oui, ils n'ont pas vraiment d'avis, mais juste entendre sa propre voix en français, ça donne confiance. Oui, et puis, même si on bafouille, ça habitue l'oreille et la bouche. Essayez, même tout seul dans la cuisine. Parfois, c'est même plus simple devant une plante verte que devant quelqu'un en chair et en os. Tu sais ce qui aide? Avant de plonger dans chaque mot, juste écouter ou lire pour ressentir l'histoire. Genre, vraiment capter l'ambiance, pas forcément chaque détail tout de suite. Moi, j'appelle ça la technique du relâchement. Tu te laisses porter, même si t'as pas tout compris d'un coup. Genre, tu reçois le chat saute sur la table, c'est simple, tu peux le visualiser. Et puis on brode autour ensuite. Exactement. Parfois, on change la phrase. Le chat grimpe sur la chaise ou le chien saute sur le canapé. Et déjà, on commence à jouer, à ressentir au lieu de juste décortiquer les mots. Et justement, l'histoire, c'est un super prétexte pour voler 5 mots-clés. Je me rappelle d'une histoire sur la pluie que j'ai lue en boucle. Eh bien, depuis, impossible de confondre pluie et parapluie. Je les revois tout le temps dans ma tête, genre visuellement. Oui, mais le secret, c'est de les replacer directement dans sa routine. Genre, aujourd'hui, il pleut, je prends mon parapluie. Même si tu parles tout seul chez toi. Mais alors, tu fais comment pour ne plus jamais oublier un mot? Je dirais, faut l'utiliser tout de suite. Dans la journée, dans un texto, sur un post-it, dans un message vocal, même si c'est à soi-même. Ça imprime, quoi. Tu sais, j'aime bien lancer le défi d'improviser autour de l'histoire. On peut transformer un passage, imaginer la suite, ou même changer le personnage principal. J'avais improvisé une scène où un lapin super timide devenait le héros d'un bal masqué. Tout ça en français. C'était hilarant. Ah, mais ça doit être libérateur, non? D'inventer, ça casse la routine.
On n'a pas besoin d'être exact, on joue et vraiment c'est là que la langue s'affiche le plus. Absolument. Même si c'est fou ou improbable, inventez mais de côté la peur du qu'en dira-t-on. C'est ça qui reste, à la fin. Et pour pousser encore, moi je conseille de jouer les rôles. Prendre la voix du narrateur, l'accent exagéré du chat ou du chien. Bon, moi je suis pas doué, mais ça me fait marrer. Le lapin saute, oui, saute sur la table. On se sent ridicule, mais tant pis. C'est ça, faut oser. Même tout seul, enfermé dans sa cuisine, on se lâche. C'est là qu'on progresse, même si ça fait sourire, ou que vos voisins se posent des questions. Une autre astuce que j'adore, c'est d'alterner lecture et écoute. On écoute l'audio pour sentir le rythme, la musicalité, parfois même sous la couette, comme les enfants, juste avant de dormir. Trop bien. D'ailleurs, je suis curieux, vous, chers auditeurs, c'est quoi votre moment préféré pour écouter des histoires? Sous la douche, en marchant? Ou dans le métro, une file d'attente. Il n'y a pas de mauvais endroit, tant qu'on s'évade un peu. Et après, racontez l'histoire. À quelqu'un, à un ami. Ou faites comme moi. Un jour, j'ai expliqué toute l'histoire du chat à mon plombier. Il n'a rien demandé, hein. Mais bon, c'était mon cobaye du matin. Bah justement, plus on partage à voix haute ou même sur une note vocale, plus on s'approprie l'histoire. D'ailleurs, pourquoi pas créer un mini-club entre amis? Et parfois, l'histoire devient tremplin pour discuter d'un thème ou même écrire la suite. Moi, j'adore fabriquer un oiseau en bois et inventer sa biographie en français. Ça pousse à la créativité et ça donne vraiment vie à la langue. J'adore, ouais. Et on pourrait même lancer le défi à nos auditeurs. Écrivez juste une phrase inspirée de votre histoire du moment. Une toute petite. Ça change tout. Et tiens, un truc qui change la donne, c'est de se plonger dans la culture française en apprenant. Genre écouter un peu de musique, essayer la cuisine, pas juste la langue, mais tout ce qu'il y a autour. Oui, découvrir une chanson française adaptée, même si elle est simple, ça aide à l'écoute, au vocabulaire, et puis c'est motivant. Tu fais ça aussi, Bernard? Oui, souvent. Ou tenter une recette. Oh, attends, une fois j'ai essayé de faire des crêpes en suivant une vidéo en français. Je me suis retrouvé avec de la pâte partout, sauf dans la poêle. Mais c'était fun. C'est tout l'intérêt. Le français comme découverte, et pas juste comme leçon à apprendre par cœur. Pour continuer, essayez de vous faire une playlist de chansons françaises niveau débutant, intermédiaire ou expert, selon votre humeur. Et si vous aimez cuisiner, organisez une petite soirée dégustation avec une quiche ou une crêpe. En plus de pratiquer la langue, on se régale vraiment. Ou alors, un court-métrage français, avec des sous-titres. Ça, c'est ultra efficace pour choper de nouvelles expressions et entendre plein d'accents différents. Moi, je vois le français comme une aventure immersive. Ajoutez un ingrédient de la cuisine, écoutez une chanson, essayez une expression entendue dans un film, la langue prend vie comme ça. Oui, je conseille toujours. Chaque semaine, découvrez une nouvelle chanson. Et même si c'est un vieux classique, ça vous colle à l'oreille facilement. Et osons préparer une recette simple, genre une omelette. Facile, rapide, et le vocabulaire de la cuisine vient tout de suite. Petite astuce, choisissez une chanson chaque semaine, écoutez-la souvent, et essayez d'imiter la prononciation. Pas pour chanter juste, juste pour s'amuser quoi. Ou vous pouvez organiser une soirée cuisine en suivant la recette en français. C'est parfois plus simple qu'on croit et ça permet d'utiliser du vocabulaire très concret. Et si le cinéma vous tente, prenez des notes sur les expressions et résumez après, en quelques lignes, ce que vous avez compris. C'est ultra formateur. Franchement, intégrer la culture chaque semaine, ça motive. Écouter, répéter, goûter, tout cela crée des souvenirs positifs autour de la langue, pas juste de la théorie. Absolument. Et ça n'a pas besoin d'être parfait. Essayez la chanson, la cuisine, sans pression, juste pour le plaisir, et voir ce que vous retenez naturellement. Un rituel que j'aime bien, chaque vendredi, une nouvelle chanson. Le samedi, un plat français. Et souvent, le soir, je me regarde un petit documentaire sur Arte, en français of course. Excellent, ça donne envie de s'y mettre. Et oui, prendre des notes sur ce qu'on découvre, même 3 mots ou 2 tournures, ça fait la différence sur le long terme. Et puis, le résumé à voix haute, même tout seul, c'est comme une mini-répétition, ça ancre les mots. Continuez à associer le français à des expériences. Chansons, cuisine, films, ça rend l'apprentissage vivant.
Notre cerveau aime quand il y a du plaisir, il retient mieux. Exactement. Et si on s'entraîne un peu chaque semaine, les progrès sont là, même si on ne s'en rend pas compte tout de suite. Pas besoin de forcer, le français va finir par faire partie de la routine. Il y a aussi l'aspect partage qui compte. Pourquoi ne pas créer des rencontres linguistiques, même virtuelles, pour s'entraimer ensemble, partager vos histoires ou des petits sketchs en français? Ou s'essayer à écrire un petit texte ou une chanson inspirée de notre histoire et la partager avec un ami ou dans un groupe en ligne. On apprend beaucoup avec les retours. Et puis, se lancer des défis. D'écrire une photo, raconter une anecdote chaque semaine. Notre cerveau adore les jeux. Ça rend l'exercice vraiment ludique. Pour finir, rappelez-vous que la musique, la cuisine et la tradition, c'est l'ADN de la culture française. Écoutez, cuisinez, regardez, ça crée du lien et ça motive vraiment pour progresser jour après jour. Oui, alors, choisissez chaque semaine une chanson qui vous parle. Testez une recette simple. Organisez une petite séance ciné. Tout compte. Et l'immersion, à petite dose mais régulière, finit toujours par payer. La langue devient vivante. Vraiment. Bon, on approche de la fin. Alors, petit challenge à tous. Choisissez une chanson cette semaine. Écoutez-la en boucle. Tentez de la fredonner. Ensuite, préparez un plat français, simple évidemment, et décrivez chaque étape dans la langue de Molière. Bon, ok, au moins une phrase. Et, pour clôturer, regardez un court-métrage français, avec sous-titres si besoin, puis notez 2-3 expressions idiomatiques. Lancez-vous, amusez-vous et partagez vos trouvailles autour de vous. Merci à tous de nous avoir suivis sur French Listen. C'était un vrai plaisir comme toujours. Bernard, t'es prêt à repartir bricoler en vélo? Ou t'entraîner à l'accent du lapin? Oh, je crois que, ouais, j'irai d'abord bricoler. Mais qui sait, peut-être que je lirai à voix haute à mon vélo. Merci Sandra et merci à vous tous. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles histoires en français. Au revoir tout le monde. Encore. À la prochaine sur Regardez French maintenant la Listen. deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite, ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue à À tous tout à l'heure pour pour la cette suite de deuxième partie de notre épisode sur... Ah oui, c'est vrai, on parlait de... Attendez, de l'importance de la baguette, non? Non, je plaisante. On était sur l'art de la conversation à la française. Exactement, Sandra. Et pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, vous avez manqué un sacré début. Mais ne vous inquiétez pas, on va faire un petit récapitulatif rapide. Enfin, aussi rapide que possible avec nous deux. Oui, parce qu'avec Bernard, quand il s'agit de parler, disons qu'on a tendance à se laisser emporter, n'est-ce pas? Ah, mais c'est ça qui est bon. On n'est pas là pour réciter un manuel de savoir-vivre, mais pour partager des expériences, des anecdotes. La vraie vie, quoi. Tout à fait. Alors, dans la première partie, on a exploré les bases de la conversation à la française. L'importance du contexte, les codes implicites, le tutoiement et le vouvoiement, toute cette joyeuseté. Et on a aussi parlé de ce petit truc français, cette capacité à transformer n'importe quel sujet en débat passionné. On adore ça, pas vrai? Oh hatlala. Oh oui. Un rien nous emballe. Mais bon, c'est aussi ce qui rend nos conversations si vivantes, je dirais. Alors, pour cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on a au menu, Bernard? Eh bien, je me disais qu'on pourrait se pencher sur quelques situations concrètes. Des exemples de conversations typiques, avec les pièges à éviter et les astuces pour briller. Ou au moins, ne pas trop se ridiculiser. Excellente idée. Parce que, soyons honnêtes, la conversation à la française, c'est un peu comme une danse. Il faut connaître les pas pour ne pas se marcher sur les pieds. Absolument. Alors, commençons par, tiens, disons, une conversation à table. Un dîner chez des amis, par exemple. C'est un terrain miné, ça. Ah, le dîner en famille, ou entre amis. Oui, c'est vrai, c'est un classique. Entre les sujets de conversation délicats et les opinions qui divergent, ça peut vite devenir explosif. Exactement. Alors, première règle d'or, évitez à tout prix les sujets qui fâchent. Politique, religion, vous voyez le genre. À moins, bien sûr, que vous n'ayez envie d'allumer le feu. Oui, et même si vous êtes tenté de donner votre avis tranché sur la dernière polémique,
mieux vaut tourner cette fois sa langue dans sa bouche, comme on dit. Surtout si vous êtes invité. N'oubliez pas, vous êtes là pour passer un bon moment, pas pour refaire le monde, ou pour créer une troisième guerre mondiale autour de la table. Et puis, il y a l'art de la politesse. Ne pas couper la parole, écouter attentivement ce que les autres ont à dire. Des bases, mais qui sont parfois oubliées, malheureusement. Oui, et montrer de l'intérêt. Poser des questions, rebondir sur ce que les autres racontent, ça prouve que vous êtes engagé dans la conversation, et ça encourage les autres à en faire autant. Et si vous êtes un peu timide, pas de panique. Vous pouvez toujours parler de choses simples. Le temps qu'il fait, le bon repas que vous êtes en train de déguster, des valeurs sûres. Absolument. Et surtout, n'ayez pas peur de l'humour. Une petite blague bien placée peut détendre l'atmosphère et créer de la complicité. À condition, bien sûr, de ne pas être lourd ou déplacé. Oui, parce que l'humour, c'est comme le parfum, il faut savoir le doser. Mais bon, si vous suivez ces quelques conseils, vous devriez survivre à un dîner en société sans trop de dommages. On passe à un autre exemple. Tiens, parlons de la conversation au travail. Encore un autre univers avec ses propres codes. Ah oui, le monde de l'entreprise. Entre les collègues, les supérieurs, les clients, il faut savoir jongler avec les différents niveaux de langage. Clairement. Et là, la première chose à prendre en compte, c'est le contexte hiérarchique. On ne parle pas à son patron comme on parle à son meilleur ami, évidemment. Non, c'est sûr. Mais même avec ses collègues, il faut faire attention à ne pas trop en dire. Les confidences, c'est bien, mais il faut choisir à qui on se confie. Oui, parce que dans le monde du travail, les informations peuvent vite circuler et être déformées au passage. Alors, prudence. Et puis, il y a l'art de la communication professionnelle. Être clair, concis, précis, surtout quand on parle de choses techniques ou complexes. Absolument. Et évitez le jargon à tout prix. Si vous commencez à utiliser des termes que personne ne comprend, vous allez vite passer pour un prétentieux ou un incompétent. Oui, la simplicité, c'est souvent la meilleure arme. Et puis, il y a l'importance du langage non verbal. Votre posture, votre regard, votre ton de voix, tout ça en dit long sur vous. C'est clair. Si vous avez l'air ennuyé ou désintéressé, les autres vont vite le ressentir. Alors, essayez d'être engagé, enthousiaste, même si vous n'en pensez pas un mot. Oui, un peu de théâtre, ça ne fait jamais de mal. Mais bon, le plus important, c'est d'être authentique. Les gens sentent vite quand vous jouez un rôle. Et puis, il y a la question des conflits. Au travail, ça arrive forcément. Mais il faut savoir les gérer de manière constructive, sans s'énerver ni s'envenimer. Oui, parce que les conflits, ça peut vite pourrir l'ambiance. Alors, essayez de comprendre le point de vue de l'autre, de trouver un terrain d'entente, et si ça ne marche pas, faites appel à un médiateur. C'est ça, l'important, c'est de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et de ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Bon, je crois qu'on a fait le tour des situations typiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la conversation à la française, c'est avant tout une question de feeling, d'adaptation, et d'un peu de bon sens. Absolument. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de s'amuser. Si vous prenez plaisir à échanger avec les autres, ça se ressentira, et vous aurez beaucoup plus de chances de briller. C'est le mot de la fin. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Au revoir, et n'oubliez pas, parler français, c'est facile, quand on sait comment faire.